Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologies antiques et atypiques. Et pour aujourd'hui, j'ai un petit truc à vous présenter depuis un certain temps déjà. Puisque vous n'avez pas arrêté de me le demander, je vous présente mon Akai 4000 DS. Ce Akai 4000 DS, c'est mon premier magnétophone à bande de salon, le seul que j'ai d'ailleurs. J'ai deux petits magnétophones portatifs, dont un que je vous ai déjà présenté, le UR. Donc en fait, ce genre de magnétophone, pour moi, je les ai vus dans les films, pourtant je suis de 1985, dans des revues, dans des choses comme ça, mais pour moi ça correspondait à des trucs de studio, et j'en avais jamais vu en fait chez les gens, en vrai, avant d'en voir en 2012, dans la deuxième coloc où j'étais à Montréal. Je faisais pas encore malheureusement de vidéos sur YouTube, mais si j'en avais fait à l'époque, j'aurais pu avoir ça comme décor, avec un Akai, alors je sais plus si c'était le 4000 DS exactement, mais avec un magnétophone Akai en décor. Et puis c'est un truc qui m'intéressait vraiment à essayer pour de vrai. Et donc en 2019, donc il y a 3 ans, j'avais encore la voiture, puisque je l'ai transporté en voiture à ce moment-là. C'est que c'est vachement lourd ce bazar-là. Dans une ressourcerie, le jour où il faisait moitié prix sur tout ce qui était électronique hi-fi, j'ai eu ce magnétophone-là à 35 €. Et le voici donc arrivé ici, chez moi, depuis maintenant 4 ans. En fait, dans les années 60 et 70, si vous aimiez enregistrer de la musique en haute fidélité, le choix était pas vraiment là. La platine vinyle, mais bon, vous aviez que la lecture seule, et ce genre de lecteur de bande ou bobine ouverte de salon, comme celui-ci, qui, cette fois-ci, existait en version enregistrée et vous pouviez vous-même enregistrer vos propres bandes. Les systèmes de cartouches étaient encore loin d'atteindre la qualité sonore de ces lecteurs. En cartouche, je parle donc cartouches 8 pistes, d'autres types de cartouches et bien sûr les cassettes audio. Il a fallu attendre 1972-73 pour que la qualité devienne presque hi-fi, avec toujours un avantage niveau qualité de son pour ces lecteurs de bande. Sur le hi-fi stéréo de 1977, il compare les lecteurs à bande ouverte reel-to-reel aux lecteurs cassette. Selon le journaliste William Gordon, les deux étaient utiles, car même si le son de la cassette devient très bon, le lecteur de bobine reste supérieur au niveau de distorsion et haute fréquence. Une bobine prend juste autant de place qu'une dizaine de cassettes. Et je ne parle pas du lecteur beaucoup plus gros. Entre 1970 et 1978, le nombre de sociétés qui conçoivent des lecteurs de bande a sérieusement diminué. Les plus bas étaient le UR et le Akai, niveau prix. Considéré OK, donc pour du home studio ou de l'hi-fi. Ce Akai 4000 DS était donc le Akai le plus bas niveau prix. On en avait quelques autres à l'époque, mais c'était le plus bas niveau prix. Il coûtait 350 $, soit environ 1500 € maintenant, en 1977. Fin des années 70, début des années 80, la cassette, avec notamment le Dolby et les bandes améliorées type chrome et métal, ont eu raison de ces lecteurs. Plus pratiques, plus petites, plus fiables, ces lecteurs ont été rangés dans la section Antiquité. Sauf pour le home studio, avec notamment les 4 et 8 pistes Fostex. Comme vous voyez dans la pub, en 1975, ça coûtait 1500 francs, plus ou moins, ce qui correspond à 1500 € en fait de nos jours, avec un calculateur d'inflation qui correspond à un peu plus d'un SMIC, surtout que les bandes étaient quand même assez chères aussi seules, même à l'époque, et puis il fallait avoir l'ampli et les haut-parleurs qui allaient bien avec, donc ça n'intéressait que les amateurs de hi-fi, c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup. Ici, mécaniquement elle fonctionne bien, donc je vous ai pas fait un démontage complet, j'ai peur de faire des bêtises, de faire pire que ce qu'il fallait. Par contre, là, j'ai fait un gros nettoyage des têtes, donc vous me voyez démonter la partie avant pour bien nettoyer les têtes avec de l'alcool isopropylique et régler bien l'alignement de la tête. Donc ici, l'avantage c'est aussi d'une grosse platine de salon, c'est que je peux utiliser les différentes tailles de bandes jusqu'à 18 cm. Mon UR était limité à 12 cm. Les bandes sont toujours produites de nos jours. On peut avoir des bandes neuves, par exemple RTM Fox. Celui-ci, le Akai 4000 DS, était un modèle d'entrée de gamme. En face, on retrouvait notamment le Sony TC370. Donc c'était des lecteurs qui étaient très utilisés pour sauvegarder ses vinyles par exemple, ou faire du home studio. Ils étaient contemporains des premiers lecteurs cassettes hi-fi, et ça fait partie des derniers modèles accessibles de lecteurs de bande. Il a été vendu pendant une dizaine d'années. Il y a eu la version améliorée avec Dolby, le Akai 4000 dB, et bien sûr il y a eu beaucoup d'autres marques qui produisaient ce genre de lecteur de bande. Même si celui-ci était de l'entrée de gamme, ça restait quelque chose de très grande qualité. Même maintenant, ça reste un lecteur qui a été énormément vendu, un lecteur fiable où on trouve encore facilement des pièces.
Celui-ci donc est un lecteur complètement mécanique où on voit chaque bouton, c'est des gros boutons et à l'intérieur on a un certain nombre d'engrenages qui sont entraînés. Donc c'est toujours utilisable de nos jours. On trouve du hi-fi, des bandes préenregistrées excessivement chères toujours. Donc là j'en ai pas, j'ai une bande préenregistrée de l'époque que je vous ai déjà présentée sur mon UR. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Ici pour vous expliquer rapidement les contrôles. Et puis on va le voir fonctionner après. Donc pour lire, eh bien il va falloir tourner cette première molette. Il faut aussi bien mettre la bande tout au long du chemin de bande. Quand la bande est poussée par ici, on va se retrouver avec le moteur qui se met en route. De l'autre côté, pour enregistrer, il va suffire d'appuyer en même temps sur ce bouton rouge et de tourner la position d'après pour activer la tête d'enregistrement. De l'autre côté, la molette d'après va permettre de faire de l'avance et du retour rapide. Le bouton pause qui va actionner un frein se retrouve ici. Ce lecteur permet donc la lecture à 9,5 cm par seconde par défaut et avec cette petite rondelle de 18 cm. Par contre, ayant perdu la mienne, merci à un abonné qui m'en a fourni une autre. Malheureusement, avec cette rondelle qui n'est pas exactement de la même taille, j'ai un one flutter qui est absolument énorme. Donc je peux vous le montrer tourner à cette vitesse-là, mais faire un enregistrement ne desservira pas ce lecteur. Pour vous expliquer les autres contrôles de ce lecteur, de l'autre côté, on a moniteur et tape, puisque c'est un lecteur 3 têtes, on va pouvoir lire ce qu'on vient d'enregistrer et vérifier donc que ça corresponde à la source en passant donc de tape à source. SOS, ça veut dire sound over sound, et ce qui permet de faire de l'enregistrement multiple, donc de réenregistrer au-dessus de ce qui est déjà présent, sans effacer ce qui est déjà là. Et ensuite, on va se retrouver avec un bouton pour optimiser la lecture en fonction de la vitesse. Attention, ça ne changera pas la vitesse, il faut cette petite rondelle. Et puis enfin pour terminer, le bouton de sélecteur de bande, c'est selon le type de bande que l'on a pour optimiser la lecture et l'enregistrement. Et puis le dernier contrôle que je ne vous ai pas présenté, c'est ici, puisque c'est quelque chose qu'on m'a demandé aussi régulièrement. En fait, on a 1.4 stéréo et 3.2. En stéréo, on a 4 pistes. On peut lire ou n'enregistrer qu'une seule 2 pistes en stéréo et sur l'autre face, 2 autres pistes en stéréo. Je peux lire séparément en fait la piste du milieu en te mettant sur 3.2 ou la piste qui est sur le bord en appuyant sur 1.4. Et donc là, je ne lirai ou n'enregistrerai qu'une des 2 pistes qui correspond à la face où je suis et stéréo pour les 2 faces. En sachant que toutes les bandes ne sont pas enregistrées de la même façon. Je vais vous en faire une petite démonstration. J'ai une bande neuve, une RTM Fox comme les cassettes audio, donc qui est produite en France. Malheureusement, il m'a été impossible de l'enregistrer correctement. Le son est absolument immonde. Alors que on m'a dit plutôt du mal des bandes scotch. Un abonné YouTube m'a vendu des bandes scotch neuves, donc de l'époque, et elles passent très bien. J'ai peut-être une perte dans les aigus, mais ça correspond peut-être au vieillissement des têtes ou de l'électronique, mais le son reste quand même très bon sur ces bandes-là. Donc je vais vous en faire une démonstration avec, comme d'habitude, triade. Donc comme je vous ai dit, 9,5 cm par seconde.
J'ai aussi récupéré d'autres bandes qui étaient déjà préenregistrées. Donc l'avantage aussi de ce lecteur, c'est que je peux lire différentes tailles de bandes, donc jusqu'au 18 cm, mais je peux aussi lire des bandes qui étaient faites pour des petits magnétophones portatifs, donc sans aucun souci. Donc c'était quelque chose qui était quand même utilisé de façon assez massive dans les milieux audiophiles dans les années 70. C'était un lecteur qui était réputé, qui est toujours plutôt recherché de nos jours, qui fonctionne toujours bien en fait. Il a besoin de restauration. Il y a apparemment des pièces en Zamac qui ont tendance à partir en miettes. Merci aux imprimantes 3D, maintenant certaines personnes en refont. Donc, j'espère que la mienne va encore tenir un petit peu parce que j'ai pas envie de démonter toute la partie mécanique. Et on peut retrouver, vu que c'est un lecteur qui a été énormément vendu à l'époque, on peut encore retrouver la majorité des pièces, voire peut-être toutes les pièces. Je sais pas pour combien de temps, puisque bien sûr il y a des pièces qui ne sont plus produites de nos jours, mais on va pouvoir retrouver des pièces ou d'occasion ou des pièces équivalentes. Donc si vous voulez vous lancer dans la lecture de bande, je pense que c'est avec ce genre de lecteurs qui sont faciles à trouver, plutôt pas très très compliqués à réparer, dans lequel il faut se lancer. Et puis ça fait une belle pièce de déco aussi, et puis c'est plutôt agréable d'écouter de la musique avec ça. Même s'il faut reconnaître que mécaniquement elle est assez bruyante. En ce temps d'économie d'énergie, ça utilise quand même beaucoup de jus, mais ça reste des très bons appareils. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode sur un élément hi-fi vintage vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques et à bientôt.